Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série Rencontres, l'annexe en quelque sorte de Passion médiéviste, où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues cette belle période de 1000 ans. Aujourd'hui, comme vous l'entendez peut-être, nous ne sommes pas dans le studio de Passion médiéviste. Nous sommes dans un lieu historique. Oui, on peut le dire, dans un lieu historique avec des murs très épais. Et là, autour de nous, il y a plein de cartons, d'archives, il y a plein de papiers partout. Et en face de moi, j'ai Louisa Torres. Bonjour Louisa. Bonjour. Tu es depuis juillet 2015 conservatrice, chargée des manuscrits médiévaux et Renaissance à la bibliothèque de l'Arsenal. C'est là où nous sommes, Louisa. Et je le tease déjà un petit peu dès maintenant, mais dans un prochain format, encore une nouveauté chez Passion médiéviste, tu nous feras visiter justement ce lieu. Mais déjà, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Où est-ce que nous sommes? Alors, la bibliothèque de l'Arsenal est une bibliothèque qui existe en tant que telle depuis 1756, c'est-à-dire depuis l'installation dans ses murs du marquis de Pommy, un aristocrate, qui était confié un certain nombre de charges administratives plus ou moins honorifiques, ce qui lui laissait largement le temps de s'adonner à sa véritable passion qui était la bibliophilie. Et donc le marquis de Pommy s'installe dans ses murs avec sa collection de livres et transforme assez vite les lieux en une bibliothèque avec un personnel chargé des acquisitions, chargé de la rédaction d'un catalogue puis d'un autre et chargé d'accueillir les érudits du temps qui veulent venir travailler. Le bâtiment lui-même remontait au XVIe siècle puisque c'est l'hôtel où résident les grands maîtres de l'artillerie au sein de l'arsenal royal de Paris, fondé par Louis XII, etc. Tu vas nous expliquer en quoi consiste ton métier tout à l'heure, mais déjà je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que dès le début tu veux devenir conservatrice ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Non, c'est plutôt une sorte de grande succession de hasards en fait. Au début de mes études, je suis en prépa littéraire parce que le bac S, ça m'avait convaincu que les maths c'était sympa, mais pas au-delà du bac. De cette prépa, je me demande un peu quoi faire. La recherche m'intéresse, mais pas forcément au point de vouloir en faire mon métier. L'enseignement me passionne, mais comme beaucoup de fils d'enseignants, extrêmement prévenus contre la réalité du métier. À un moment donné ou à un autre, je cherche un concours à passer et j'ai beau préparer Normal Sup principalement, en fait, je découvre l'existence de l'école des chartes. Et comme je trouve ça plutôt rassurant dans un environnement assez stressant de se dire qu'on prépare deux concours en même temps, je prépare les deux. Et j'ai les deux. Et donc j'atterris à l'école des chartes parce que je décide de privilégier plutôt cette voie-là. L'école des chartes, c'est la voie royale pour être conservateur. C'est ça, qu'est-ce qu'on prépare à l'école des chartes? Enfin, qu'est-ce qu'on étudie? Alors, à l'école des chartes, on étudie toutes les sciences auxiliaires de l'histoire, en fait. Paléographie, codicologie, on fait de l'histoire du droit, de l'histoire de l'art et histoire du livre. Codicologie, histoire du livre médiéval, et puis histoire du livre imprimé à toutes ces époques. Ce qui donne un bagage, en fait, unique au monde. Et définitivement unique en France. Un socle de connaissances qui n'est enseigné, et qui n'est enseigné en particulier à ce niveau-là qu'à l'école des chartes. Ce qui fait de nous, effectivement, des gens en fait, spécialistes des documents anciens. Alors, moi, j'ai choisi la filière histoire du livre, histoire du manuscrit, parce que c'était ça qui m'intéressait. Et évidemment, il y a tous les cours d'archivistique, de sigillographie, d'héraldique, etc. Pour ceux la science des sceaux, la science des blasons et tout ça. Tout à fait. Pour ceux qui se destinent plutôt à des carrières dans les archives de France. C'est un très beau socle d'enseignement. C'est un ensemble qui n'existe en tant que tel nulle part ailleurs, qui est extrêmement complet. Et avec des profs qui sont tous des sommités dans leur discipline. Enfin, moi, j'étais à l'école avec, à l'époque, de quelques très grands noms, et c'était vraiment des gens d'un savoir, d'une érudition. Comme qui, par exemple? Incroyable. Pascal Bourguin, ma prof de latin médiéval, littérature latine médiévale et codicologie, qui a assez peu publié, du reste, était une personne dont on avait l'impression qu'elle avait vécu au Moyen-Âge et fabriqué des livres elle-même, et elle avait lu absolument toute la littérature latine, la connaissait majoritairement par cœur, du reste parlait latin médiéval couramment, enfin, vraiment quelqu'un de pas forcément extrême, enfin, un petit peu inquiétant par certains aspects, mais quelqu'un d'une... pour moi, les cours avec elle, c'était
c'était une sidération absolue en fait. C'était vraiment ouvrir une porte sur 40 ans de fréquentation des manuscrits médiévaux quotidiennes. Quand j'y repense, c'est vraiment l'impression d'avoir gratouillé la surface d'un truc qu'elle ne transmettra jamais que partiellement. Elle a formé énormément de gens, hein. La plupart des conservateurs du patrimoine livresque sont des gens qui sont passés de toute façon par l'école des chartes et donc par Pascal Bourguin qui a enseigné 40 ans. Donc ça m'est arrivé de passer des entretiens d'embauche avec des directeurs de département qui m'ont dit avec qui avez-vous fait votre thèse? Pascal Bourguin, très bien, moi aussi. Bon, super, ça pose ça aide. Bon, je sais pas, en tout cas ça pose un cadre, c'est sûr. Mais voilà, il y a des gens comme ça. Mark Smith, le prof de paléographie, sommité absolue dans sa discipline, quoi. Un chercheur d'envergure internationale. C'est vraiment, voilà. Je cite 2 noms, je pourrais citer absolument tous les noms. C'était vraiment des... Ouais. C'est vraiment génial, l'école des chartes, allez-y. Moi, j'ai essayé le concours, mais clairement, je l'aurais jamais eu, mais c'est pas grave. Et pourquoi tu avais envie justement d'étudier l'ancien? Est-ce que c'est ces profs-là qui t'ont donné envie ou est-ce que à la base, tu avais déjà envie d'étudier les manuscrits, voilà, ou médiévaux, Renaissance, un peu plus anciens? Non, en fait, au départ, moi, je voulais être fonctionnaire, au sens noble. Enfin, voilà. Pour moi, faire une carrière dans le privé, c'était pas envisageable. Je voulais être serviteur de l'État, en gros. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai hésité entre Normal Sup et les chartes, j'hésitais un peu entre derrière l'ENA et conservateur. Conservateur, c'est quand même beaucoup plus proche de la recherche. Le patrimoine, ça m'intéressait. Mais après, c'est vraiment quelque chose dont j'ai fait ce choix un peu initialement. Et je suis allée à l'école des chartes en me disant, j'espère que j'ai bien fait de pas dire non. T'avais eu Normal Sup aussi? Oui, je suis normalienne aussi. Oh, pardon. Quand on est bon en latin, on est bon en latin. En fait, j'ai fait les deux finalement. J'ai fait les deux en parallèle. C'était quand même. Un peu acrobatique. Mais j'ai beaucoup aimé pouvoir continuer à faire des choses différentes. Parce que le corpus d'enseignement à l'école des chartes est très, très, très dense, très riche et très cohérent. Mais du coup, c'est aussi un ensemble assez fermé de disciplines qui sont toutes étroitement corrélées les unes aux autres. Et à Normal Sup, je faisais de la musicologie, j'ai appris l'italien parce que je fais genre 4 ou 5 cours d'italien différents, ce qui m'a mené un peu au niveau avancé en 1 an et demi. Mais faire les deux, c'était pas trop compliqué? C'était juste acrobatique en termes d'emploi du temps. Ça a accentué la charge de travail, mais je suis téméraire, mais pas complètement suicidaire. Je garde un peu plus de temps pour bosser pour l'école des chartes. Parce que l'école des chartes, excusez-moi tous les normaliens qui vont écouter ça, mais nous, on bosse. J'ai le droit, je suis normalienne. Oui, alors c'est ce que dit Louisa, hein, ça reflète. On vous aime bien les normaliens aussi, hein, et tous les autres, hein, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui fait que finalement, tu as voulu choisir seulement l'école des chartes et que tu t'es consacrée jusqu'à faire une thèse? À l'époque, en fait, il n'y avait pas de double statut, donc il fallait que j'en choisisse un parce qu'on est élève fonctionnaire dans l'une comme dans l'autre école. D'ailleurs, c'est des écoles qui ont été fondées à peu près au même moment et avec exactement la même idée. L'une, c'était de former des conservateurs et l'autre, de former des profs d'université. À l'époque, il n'y avait pas de double statut. Depuis, ils l'ont créé. Enfin, après m'avoir vu galérer pendant 4 ans, ils ont créé un double statut. Et donc, je crois qu'il y a un aménagement possible des scolarités où on passe une année à un endroit, une année à l'autre, etc. Et moi, ça n'existait pas. Donc, en fait, le seul truc qui existait, c'était le diplôme pour les non... Enfin, il était possible d'être à Normal Sup sans être fonctionnaire stagiaire, alors que c'était pas possible à l'école des chartes. Donc, c'était pour pas avoir les 2 salaires et pas avoir... Oui, c'est ça. Donc du coup, j'étais fonctionnaire stagiaire à l'école des chartes et je suis rentrée à Normal Sup dans la cohorte des élèves non fonctionnaires, puisque c'était une possibilité, même si j'y étais par la voie du concours. Après coup, je me suis rendu compte que je trouvais ça extrêmement intéressant, le patrimoine. Et je me suis dit, super, t'as fait le bon choix, en fait, je trouve ça génial. Voilà. C'est littéralement une succession de hasard. Je suis pas... En fait, je suis vraiment un cas particulier. Voilà. À l'école des chartes... Non, mais à l'école des chartes, la plupart des gens, ils voulaient être archivistes depuis qu'ils étaient petits. Enfin, pas tous, mais vraiment beaucoup. Et moi, j'étais un peu là, genre, non, mais moi, je suis arrivée un petit peu là par une succession de hasard. Et finalement, je m'en trouve très bien et j'en suis hyper contente. Et voilà. Oui, t'as eu la chance d'être assez brillante pour pouvoir choisir ce que tu voulais faire tranquillement, sans trop galérer. C'est très flatteur. Bah oui, non, mais il faut que... Quand même, je l'aurais pas dit comme ça, je pense juste que j'ai choisi l'école des chartes avant de savoir ce que c'était vraiment qu'un conservateur en réalité. Enfin, j'avais rencontré un conservateur une fois en prépa et ça m'avait paru intéressant comme profession. Mais c'est vraiment après être rentrée à l'école des chartes que je me suis rendu compte que je trouvais ça intéressant, de plus en plus intéressant, vraiment hyper intéressant. Et j'aurais pu passer la grègue et m'orienter vers la recherche, y compris aussi depuis l'école des chartes. Non, mais il y a pas mal de chartistes qui passent la grègue et qui s'orientent vers la recherche aussi. C'était pas du tout une porte qui était fermée. La seule porte qui m'a été fermée, c'est qu'en fait, au départ, j'étais lettres classiques, j'étais antiquisante et j'aurais vraiment voulu bosser sur l'histoire romaine.
Comme la seule contrainte à l'école des chartes qu'on a, c'est qu'on fait une thèse à l'école, ce qu'on appelle une thèse d'école, qui ressemble pas mal à une thèse de doctorat quand même, mais on a un petit peu moins de temps pour la finir. Non, idéalement, ils aimeraient bien qu'on fasse une thèse de doctorat en 2 ans, et on passe notre scolarité à leur dire oui, mais c'est 2 ans plus les cours, plus le concours à préparer. C'est un master, oui, c'est un mémoir qu'on fait en 2 ans, on fait pas une thèse, c'est trop court. Ouais, mais en fait, comme on le fait, on fait le master 2 et après on a 1 an et demi de plus pour la thèse, donc ça. D'accord. Les élèves rendent. En dessous de 300 pages, ils prennent pas. Et puis, les élèves rendent des choses autour de 500 pages, généralement. Mais ça comprend pas mal d'éditions. Alors, la seule contrainte, c'est que c'est sur documents inédits. Donc, fatalement, l'Antiquité, c'est compliqué. À moins de faire une thèse Documents d'archéologie. inédits, ça veut dire des documents qui n'ont jamais été étudiés jusqu'à présent. Ou très mal, ou pas en France, ou très anciennement, et donc avec des méthodologies... avec une nouvelle approche et tout ça. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai édité un manuscrit qui avait jamais été édité avant. Édité, c'est-à-dire que tu l'as retranscrit, tu l'as rendu accessible à tout le monde. Oui, c'est ça. Idéalement, il faudrait que je le publie maintenant, mais enfin, ailleurs que dans ma thèse. Mais c'était un manuscrit qui n'avait pas été ni transcrit, ni traduit, ni... le texte n'en était pas établi par qui que ce soit avant moi. Alors, plus exactement, au beau milieu de mes recherches, je me suis rendu compte que ça avait été fait par un élève mystérieux en Italie, sous forme dactylographiée. J'ai un peu flippé parce que je me suis dit merde, ça se trouve faut recommencer à zéro au milieu à mi-parcours, ce qui voulait quand même dire à redoubler une année parce que j'allais pas, voilà. Et en fait je suis allée voir la thèse en Italie, je me suis rendu compte que le travail était largement... pouvait être refait sans trop de soucis. En Italie, ils traduisent pas avant d'éditer les textes. Et donc, leurs éditions sont souvent fautives parce que la traduction est un passage, c'est un coup près absolument redoutable par rapport à l'édition. Donc, voilà. Mais du coup, effectivement, moi qui voulais travailler au départ sur la République romaine, #Team Romain, je me suis retrouvée... je suis allée voir les profs, on m'a dit, non, en fait, document inédit... Alors, j'aurais bien voulu travailler sur des choses du style Sénèque au Moyen-Âge. J'avais des idées, mais on m'a proposé ce sujet-là qui était... c'est les poésies d'un humaniste épris de littérature romaine. Donc, c'était revenir... Il y avait un lien quand même. Voilà, c'est un petit peu la proposition que j'ai faite à mes profs, c'était garder un lien avec l'Antiquité. Donc ils m'avaient proposé, soit vous travaillez sur le très haut Moyen-Âge, des archives du haut Moyen-Âge, soit vous travaillez sur l'humanisme et le regain d'intérêt pour ces textes-là, ces auteurs-là. Enfin, regain d'intérêt, c'est pas une redécouverte, on a lu Ovide tout au long du Moyen-Âge, mais voilà, un regard nouveau, un regard nouveau sur ces auteurs-là et cette période-là. Et c'est ce que j'ai choisi finalement. Qui était cet humaniste du XIVe siècle sur lequel tu as travaillé ? Alors, j'ai travaillé sur un poète, en fait, qui s'appelle Giovanni Moccia, qui est napolitain et qui a été secrétaire de divers cardinaux, qui l'a accompagné à la cour des antipapes en Avignon. C'est quoi les antipapes ? C'est cette histoire de schisme. Moi, je connais pas. Le schisme de la... Non, mais si c'était à refaire, je ferais jamais une thèse sur le XIVe. Il y a à un moment donné un schisme au sein de la papauté. Et donc, un pape est élu à Rome, un pape est élu en Avignon. Évidemment, les puissances politiques européennes se déchirent, les uns soutiennent l'antipape, les autres soutiennent le pape, etc. Et ça dure des décennies. Pour le grand désespoir des chrétiens, des décennies d'ambassades et de démarches pour essayer de réconcilier un camp l'autre et négocier une sortie de crise, comme on dit aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, moi j'étudiais l'épistolier. Les lettres, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un recueil de lettres en vers latin, en hexamètre dactylique. Plus précisément. Pour le gars, il a envoyé des lettres en latin, en hexamètre latin. C'est comme la classe. Oui, alors en fait, il n'était pas très bon, mais pas si mauvais que ça. Non, c'était quelqu'un qui était épris de littérature romaine. C'est quelqu'un qui se définit comme un humaniste, En fait, c'est intéressant parce que c'est pas un Pétrarque ni un Boccace. C'est quelqu'un qui voue une admiration folle à Pétrarque et Boccace et qui veut marcher dans leurs pas, mais c'est pas quelqu'un qui est de leur niveau, et c'est pas très gênant parce que c'est hyper intéressant d'étudier des personnalités aussi un petit peu plus mineures. Accessoirement, c'est quelqu'un qui joue un grand rôle dans la diffusion des textes des humanistes, et aussi qui va jouer tout un rôle parce qu'il va sur la diffusion des textes
des textes latins, parce qu'il connaît tout le monde en Avignon. Donc il va dire mais tu t'intéresses à tel texte de Cicéron, mais je sais que machin bidule en a une copie, je peux te la faire parvenir et tout. Après c'est assez mince parce que les textes qu'il a choisi de garder, il constitue un épistolier qu'il fait copier par un copiste, et probablement sous sa surveillance. Ça reste des poèmes très allégoriques, voire des morceaux de bravoure rhétoriques. Donc le contenu factuel est assez faible. En fait, c'est plus intéressant à étudier sous l'angle stylistique en tant que une production de poésie qui se revendique de la tradition des poètes latins, mais de toute une variété assez diverse en fait stylistiquement de poètes latins, qu'elle n'imite pas si bien que ça. Mais en tant que telle, c'est très intéressant. Peut-être c'est vraiment une poésie humaniste du XIVe siècle. Et c'est toujours pas non plus du niveau des grands poètes humanistes, Pontano, etc., qui ont été très très bellement édités. C'est précisément pour ça que c'était intéressant. Et une fois que tu as fini sa thèse donc à l'école des Chartes, qu'est-ce que tu as fait ? À l'issue de la thèse, j'ai passé le concours de conservateur dans la filière bibliothèque. On peut devenir conservateur que sur concours. On peut devenir conservateur que sur concours. Il existe 2 concours. Il existe le concours du patrimoine et le concours des bibliothèques. Parce qu'à l'époque de Mitterrand, les 2 filières ont été scindées. Notamment pour absorber... dans les bibliothèques, il y a énormément de conservateurs en fait en BU. Les directeurs de BU, les chefs de section, etc. sont tous des conservateurs. Donc c'est du personnel scientifique, mais c'est des métiers quand même assez différents de ce que font les conservateurs du patrimoine. Et évidemment, au sein des bibliothèques, il reste quand même des conservateurs spécialisés dans le patrimoine. On a un petit peu plus... En fait, numériquement, on a un poil plus la portion congrue de la profession, et nous, notre métier ressemble davantage au conservateur du patrimoine. Mais bref, en gros, on s'occupe de livres. Et moi, c'était ça ma spécialité, c'était ça que j'avais envie de faire de toute façon, donc depuis le début de l'école des Chartes. Donc j'ai passé ce concours. Alors quand on vient de l'école des Chartes ou qu'on a une formation dite équivalente, donc reconnue équivalence par une commission d'équivalence, on passe un concours particulier. En gros, on est dispensé de l'écrit du concours. Ce qui est pratique, parce qu'il n'y a pas d'écrit à passer, mais surtout ce qui est une façon pour l'État de s'assurer du recrutement de personnes qualifiées dans la gestion du livre ancien. Parce que généralement, les gens qui réussissent le concours externe sont pas du tout des gens qui sont formés au livre ancien, rarement à l'histoire de l'art et absolument jamais à la codicologie, à la paléographie, au latin médiéval. Et en fait, c'est comme des compétences qui sont difficiles à acquérir quand on les a pas acquises pendant ses études. C'est jamais impossible, mais c'est quand même plus difficile à acquérir. Donc le principe d'avoir un concours réservé pour... Alors, anciennement, c'était chartiste, et puis en fait, ça s'est élargi à tout profil un peu équivalent. C'est maintenir dans le grand ensemble, dans le grand corps des conservateurs de bibliothèques, des personnes qui ont une vraie majeure patrimoine, une capacité à gérer des fonds patrimoniaux qui existent partout en France. Donc on a besoin de ce personnel scientifique. Oui, il y a partout des endroits où il faut gérer des fonds anciens et tout ça, donc on a besoin de personnes comme ça. Exactement. Donc toi, tu as réussi ce concours. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé aussi. Oui. Et une fois le concours obtenu, qu'est-ce que tu as dû choisir un endroit où aller ? Tu as dû candidater ? Alors après le concours, tu entres à l'ENSIB, qui est l'école d'application, donc comme l'ENA, comme l'INET, comme l'INP, voilà, une école d'application, donc c'est-à-dire tu es fonctionnaire stagiaire, conservateur stagiaire plus exactement, et tu apprends le métier. Alors avec cette habituelle dichotomie des écoles d'application où on te demande de connaître déjà le métier pour réussir le concours, et après on te le réenseigne pendant 1 an et demi. Mais bon, c'est une sorte de propédeutique, tu as des tas de stages, tu rencontres des tas de professionnels, et tu crois que tu connais le métier en sortant, et évidemment c'est absolument faux, mais personne ne s'attend à ce que tu connaisses le métier en sortant de l'ENSIB, donc c'est pas grave. Ça dure 1 an et demi, à l'issue duquel mettons, il y a 30 conservateurs d'État dans la promotion, le ministère dégage 30 postes et les propose. Chaque année, il y a 30 postes qui s'ouvrent ou... Alors, c'est plutôt une vingtaine. Je crois même que c'est en forte décroissance en ce moment, mais... Et j'imagine qu'il y a des personnes qui quittent, qui vont à la retraite, donc il faut aussi remplacer ces personnes-là. C'est pas oui, forcément tout à fait. 20 Oui, postes. bien sûr. Oui, c'est pas des créations de postes. Ah, d'accord, c'est ouais. des postes qui se libèrent par le jeu des mutations ou des départs à la retraite. Bien évidemment, c'est des postes convenables pour des personnes démarrant dans le métier. On propose aucun poste de direction, ou très peu de postes de direction, pas de direction de gros établissements pour des sortants ENSIB, à moins de savoir qu'il y a dans le lot des personnes qui, mettons, sont en reprise d'études ou des choses comme ça et qui sont capables d'assumer ce type de poste. Mais globalement, les postes des sortants d'ENSIB, c'est ce qu'on appelle des premiers postes, quoi. Et tu as fait des stages où ?
Alors j'ai fait principalement un stage au département de la musique de la BNF. J'étais sur un dossier de mécénat et j'étais en charge de proposer des pistes pour impulser une politique de mécénat au département. Et comment tu es arrivée ici, là où on est, à la bibliothèque de l'Arsenal ? La bibliothèque de l'Arsenal recrutait quelqu'un pour s'occuper des manuscrits médiévaux et Renaissance. Donc ils ont ouvert le poste sur différents mouvements, ils l'ont ouvert à l'externe, ils l'ont ouvert à l'interne à la BNF. Ils voulaient vraiment un médiéviste formé à la codicologie, etc. Donc ils ont un peu cherché partout et il se trouve que dans ma promotion de conservateur, on était 3 médiévistes. Donc ils ont fait le choix d'ouvrir le poste au sortant NSIB puisqu'il y avait 3 médiévistes plus une byzantiniste. Donc ils savaient qu'ils allaient avoir un petit peu le choix parmi des profils intéressants. Et c'est moi qui ai eu la chance d'être retenue sur ce poste. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais ici donc depuis juillet 2015 ? En quoi consiste ton travail ? Alors c'est une question très compliquée. Je fais plein de choses. Bon, d'abord je fais des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec les manuscrits médiévaux parce que dans un département il y a tout un tas de machins administratifs à gérer, donc évidemment tout le monde y prend sa part. Généralement le lot du dernier arrivé c'est d'être le correspondant informatique de la bibliothèque. Donc hey. Ma fiche de poste vraiment de chargée de collection, c'est j'aime bien dire que c'est être l'interface entre la collection et le monde extérieur, donc les chercheurs, les personnes qui sont intéressées par des numérisations, les personnes qui veulent emprunter les livres pour des prêts aux expos, enfin pour les présenter dans des expositions, que ce soit d'autres collègues de la BN ou que ce soit des collègues étrangers. J'ai un manuscrit qui est au Getty en ce moment par exemple, enfin voilà, et puis j'en ai très très régulièrement qui sortent. La collection est très sollicitée pour les prêts parce que c'est une très belle collection. Mon travail a plusieurs leviers et le levier principal c'est le catalogue, donc c'est améliorer les notices du catalogue. Les notices du catalogue datent de la fin 19e en gros, sont rédigées sur une 40aine d'années à la fin 19e. C'est un bon catalogue, hein. Il y a des catalogues du 19e siècle vachement plus elliptiques que le mien. C'est-à-dire en fait quel défaut il peut avoir ? Il présente un manuscrit comme manuscrit en latin semble être du 12e. Oui, très très vague. Pas hyper précis sur le contenu, quoi. Mais c'était... Alors ça correspond au post-confiscation révolutionnaire. Il faut traiter d'un coup 200 000 ouvrages. Ah oui. On peut pas... Si on reconnaît pas le texte immédiatement parce que c'est pas la Bible ou c'est pas un texte hyper connu, on sait pas trop, on met manuscrit en latin et on avance, on lui donne un numéro, et on y cote et on avance. Donc toi, ça va, le catalogue de l'Arsenal n'était pas aussi en mauvais état, il y avait quand même des bonnes choses. Non, le catalogue de l'Arsenal est quand même un assez bon catalogue, c'est-à-dire que la plupart des textes sont raisonnablement bien identifiés. La plupart des auteurs sont identifiés. Voilà, c'est un très très beau catalogue pour son époque. Mais c'est évidemment pas à jour de un siècle de recherche qui s'est produit après. Donc il y a des textes dont l'identification est soit carrément à faire, soit à améliorer, soit à affiner. C'est-à-dire qu'est-ce que parfois il faut faire à part, bien sûr, là, juste dire un peu plus que juste manuscrit du XIIe siècle. Idéalement, il faut pouvoir trouver le nom de l'auteur, le titre du texte, la version, parce que ce texte médiévaux, c'est rarement des copies, ou pour ainsi dire quasiment jamais des copies identiques. Donc ça va être telle version de tel roman de chevalerie. Et entre-temps, il s'est publié un siècle de travail sur le Lancelot Graal. Donc il y a des chercheurs, dont c'est le métier du coup, qui identifient ces textes-là. Et puis par exemple, dans mon catalogue, parce que ça se faisait pas au 19e, et c'est assez original, il y a une mention de tout ce qui est décor enluminé, etc. Mais au 19e, il n'y avait pas de recherche sur les enlumineurs. Donc aucun enlumineur n'est nommé. Or aujourd'hui il y a beaucoup de recherches et donc moi je reprends les notices pour mettre à jour à partir des travaux des chercheurs. C'est juste vraiment, je fais de la bibliographie, je dépouille, je prends ce qui a été identifié et je le signale dans la notice de façon à ce que quelqu'un cherchant le maître de la Cité des Dames voit apparaître les manuscrits de l'Arsenal qui ont été enluminés par cet enlumineur-là, sachant que la recherche avance et que le maître de Fauvel, c'est probablement pas tous les 40 manuscrits sont pas de la main du maître de Fauvel, mais une partie sont de son atelier, et donc à l'Arsenal, j'ai pas mal de manuscrits attribués au maître de Fauvel, et je sais que j'en ai certains qui sont probablement attribués au sub-Fauvel Master, d'après l'expression d'Alison Stones, donc en fait, un atelier ou un suiveur ou quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est se tenir à jour de la recherche. Alors c'est un travail de fond extrêmement long. T'es vraiment en double dialogue avec les chercheurs en fait à ce niveau-là. À la fois tu leur communiques des éléments et à la fois c'est eux après qui vont t'aider à... En fait c'est un cycle ton travail sur ce niveau-là. Oui, alors moi là où j'ai une vraie responsabilité intellectuelle et scientifique, c'est sur l'histoire de la collection. Je suis censée être le référent scientifique sur pourquoi tel bouquin est arrivé ici,
par quel biais il est passé. Voilà. Je suis censée pouvoir donner cette information-là à un chercheur qui me la demande. Et donc, c'est aussi du travail scientifique et des compilations. Et voilà. Ça, on va dire que ça, c'est littéralement la responsabilité scientifique d'un numéro 1 du chargé de fonds, c'est d'être l'interlocuteur scientifique sur l'histoire du fonds pour le chercheur. Et puis, effectivement, les travaux des chercheurs vont me permettre en retour d'améliorer ma connaissance de la collection, d'améliorer le référencement, le signalement de la collection. Et ça fait naître ensuite de nouveaux projets de recherche. Ça permet à des chercheurs de découvrir que, tiens, il existe tel manuscrit sur tel truc. Ah, mais incroyable, mais je savais pas, mais super, mais ça m'intéresse, mais blablabla. Et donc, ensuite, la recherche se fait. Et puis, parfois, ça prend des détours incroyables. Moi, j'ai une histoire que j'adore. J'ai une chercheuse qui s'appelle Flavia Bouzette, qui est venue un jour pour voir des manuscrits de la Kabbale. On en a très peu. La Kabbale, c'est des textes juifs, c'est ça ? Ouais, c'est ce corpus de textes mystiques, alors que moi je maîtrise hyper mal parce que ça me parle vraiment très peu toutes ces questions. C'est un corpus, un ensemble de textes mystiques dérivés des kabbalistes juifs, mais qui est passé ensuite, qui a connu des adaptations des versions chrétiennes, etc. Elle est spécialiste de ça, elle faisait une journée d'études à 2 pas d'ici, elle voulait l'agrémenter d'une présentation de manuscrits, elle est venue, on lui a dit, bon super la Kabbale, mais nous, à part un Jean Thénault enluminé pour François Ier, on n'en a pas 500 000, donc ce que vous voulez jeter un œil à tous ces autres textes qu'on a labellisés astrologie, magie, machin dans notre catalogue, que nous-mêmes on connaissait assez peu parce qu'il n'y a jamais eu un spécialiste de Kabbale qui a travaillé à l'Arsenal vraiment. Et elle a fait une super découverte sur un de ses manuscrits, complètement par hasard. Elle l'a ouvert, elle s'est dit tiens mais c'est marrant, c'est pas de l'italien, c'est du sicilien, mais c'est tel texte, mais je connais ce texte, mais on connaît pas cette version, etc. Et donc en fait, voilà. Donc elle a publié 2 articles génial. dessus. Il y a encore beaucoup d'autres travaux à venir qui sont prévus sur ce manuscrit. Donc c'est génial. Et typiquement, on a juste ouvert le bon manuscrit sur le bon. Mais voilà, maintenant on va pouvoir mettre un vrai nom sur la notice, une vraie identification du texte, une identification des annotations marginales. On est en train de reconstituer l'histoire de ce manuscrit. C'est un manuscrit donc sicilien, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à Paris, et ça implique des très grands noms de l'histoire de la Kabbale. Donc voilà, je déflore pas trop ces travaux, mais voilà, elle a fait des découvertes absolument passionnantes qu'elle est en train d'approfondir, de vérifier, de recouper, et c'est vraiment génial. Donc s'il y a des chercheurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir à l'Arsenal parce qu'il y a peut-être des choses en fait que vous avez encore dans vos cartons qui mériteraient vraiment d'être étudiées. Alors dans mes cartons, c'est un peu exagéré, tout est au catalogue, hein, donc oui, il voilà, n'y a pas des choses cachées. En revanche, voilà, il faut savoir que la grande majorité des notices au catalogue de l'Arsenal, à moins que ce soit marqué en bas, notices révisées en 2000 et quelque chose, sont des notices qui datent de la fin du 19e, donc effectivement, il y a énormément de choses à revoir, affiner, vérifier, etc. Et moi, je fais une grande partie de ce travail, mais que les chercheurs n'hésitent pas à les faire fouiller, à se dire, là, j'ai l'intuition qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes. Allons voir, et peut-être que oui, peut-être que non. Mais... Le catalogue, il est consultable en ligne ? Oui, il est consultable dans archivemanuscrits.bnf.fr. On mettra les liens dans la description de l'épisode. Magnifique. Et en plus de ça, tu fais aussi pas mal de travail de vulgarisation envers le grand public, pas seulement envers les chercheurs. Oui, effectivement, alors c'est une spécialité de l'Arsenal d'être un lieu pas uniquement ouvert aux chercheurs, mais également à un plus large public. J'aime bien raconter l'histoire que Rendez-vous avec X, la fameuse émission de France Inter, a démarré par une rencontre fortuite entre Patrick Penou, le journaliste qui l'animait et qui la produisait, et Monsieur X, sa source au sein des... Interlocuteur, oui. Ouais, au sein des services généraux, des services de renseignement, pardon, donc à l'Arsenal. Voilà. Donc c'est pour dire un peu la diversité des profils chez nous. Mais globalement, voilà, donc depuis 10 ou 15 ou 20 ans d'ailleurs, je sais pas trop, il y a toute une programmation d'expos et de conférences à la bibliothèque de l'Arsenal, et globalement, on est un endroit où il y a une attention particulière qui est portée au grand public. On est aussi un établissement qui a notre public, c'est majoritairement des chercheurs. Les conservateurs ici ont historiquement été de grands chercheurs aussi, les directeurs aussi, etc. Donc c'est vraiment, on a un très bel établissement pour ça. Mais on a cette particularité d'avoir une attention portée au grand public. Donc c'est vrai que j'ai fait des conférences à l'Arsenal et aussi à Richelieu. J'ai fait des conférences sur Facebook. Et en fait, moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est le côté fille de prof qui remonte par d'autres biais, mais j'aime beaucoup faire de la vulgarisation. J'ai un compte Twitter dont je me sers pour partager un petit peu les merveilles que j'ai entre les mains. Je conseille à tout le monde d'aller te suivre parce qu'à chaque fois on voit des photos de manuscrits mais magnifiques, c'est vraiment à chaque fois un régal pour les yeux. Mais en fait c'est assez délibéré de ma part, c'est vraiment l'idée de montrer
donner à voir. C'est un patrimoine national, c'est un patrimoine qui appartient à tous. Pour des raisons de conservation évidentes, on ne peut pas les mettre entre les mains de tous si facilement. Une exposition, c'est éreintant pour un livre. Donc un livre, il peut être exposé maximum 3 mois, une fois tous les 3 ans, maximum. Et puis il y a tout un tas de petites choses qui sont pas assez flamboyantes pour une exposition, et donc que vous ne verrez jamais. À moins que je prenne une photo et je la mette sur Twitter, ou que je le numérise pour le mettre sur Gallica. Mais je vais numériser... j'ai une très 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 longue liste de trésors à numériser avant d'en arriver aux petites choses qui sont en fait malgré tout assez belles, intéressantes en soi, fascinantes, émouvantes, drôles, etc. Il faut s'emparer de ces biais-là pour juste donner à voir. En fait, c'est vraiment ça la philosophie. Et d'ailleurs, même tu travailles en étroite collaboration aussi avec Gallica, même pour faire des projets, c'est ça ? Oui, alors je travaille effectivement de près avec l'équipe des réseaux sociaux de Gallica. Derrière le compte de réseaux sociaux de Gallica, il y a à la fois l'équipe qui s'occupe de Gallica en tant que telle et un réseau de personnes différentes à la Bibliothèque nationale qui animent le compte. Et puis, évidemment, il y a des tas de liens avec « Ah, mais on a repéré tel document, est-ce qu'on envoie des renseignements dessus, est-ce qu'on monte un projet, est-ce qu'on fait des choses et tout ». Et c'est avec eux notamment que j'ai fait le Gallica Live l'année dernière, donc une sorte de conférence sur un manuscrit de l'Arsenal, dont les images ont été à la fois un mélange de tourner en direct et de montrer dans Gallica pour qu'on puisse avoir vraiment une grande liberté au niveau des zooms et des choses. Et en fait, les gens posaient les questions en direct et je répondais en direct. C'était vraiment génial. J'espère qu'on le refera à un moment ou à un autre. C'était vraiment un moment très très sympa. C'est vraiment de la culture directement aux gens, là, vraiment juste sur Facebook. Oui, alors facile, c'est jouer le jeu des questions en direct, quoi. C'est assez spécial et j'étais assez stressée avant. Je me suis dit, vous me posez des cols pas possibles. Et en fait, c'était des questions super simples, mais c'était génial de pouvoir offrir cette possibilité-là aux gens. Alors après, plus ponctuellement, je vais collaborer avec eux. Enfin, il y a un carnet de vacances qui vient de sortir, qui sera sorti quand vous entendrez cet épisode, pour lequel j'ai joué le rôle d'expert mots croisés, puisque à mes heures perdues, je fais les mots croisés. Et en fait, il y a des collections de mots croisés absolument géniales dans Gallica. En fait, c'est ultra sympathique de se plonger dans des mots croisés des années 30 ou 40. Parce qu'il faut vraiment se plonger dans le mindset d'une personne des années 30 ou 40. Non, mais c'est vrai, hein. Et c'est pas tout à fait le même vocabulaire. C'est pas la même culture. Alors, les gens des années 40 ou 50 avaient une culture classique et biblique. Bon, biblique, on s'y attend un peu plus, mais classique. Phénoménal. En fait, c'est des mots croisés vraiment force 10 facilement. Mais certains étaient des verbicrucistes, mais absolument géniaux, quoi. Donc voilà, bref, faites les mots croisés de Gallica pendant vos vacances. Je vais essayer de publier un petit... je veux vraiment qu'il publie un petit fascicule de mots croisés de Max Favalelli, qui est le grand maître, un des plus grands verbicrucistes français. Je vais leur proposer quelque chose. On mettra sur le site tout ce qu'on pourra mettre, tout ce qui sera disponible quand l'épisode sortira, effectivement. Super. Pour finir cet entretien, Louisa, j'ai une petite question que j'aime bien demander. J'aime bien demander des conseils aux personnes que je rencontre. Eh bien, tout simplement, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui voudraient devenir conservateurs ? Je conseillerais aux personnes d'abord d'avoir une grande culture dans leur domaine et d'aller voir de plus près l'école des chartes. Il y a des cours pour adultes, il y a des formations ponctuelles, il y a des ressources en ligne, il y a des masters spécialisés. Je parle patrimoine, hein. Enfin, conservateur en bibliothèque universitaire, c'est un tout autre métier, c'est pas mon métier, voilà. Donc j'en parle pas. Je conseillerais ça. J'ai un peu fait une blague en taclant les normaliens au début de l'interview, et j'ai le droit parce que j'en suis, mais je rappelle. Mais en fait, ça m'étonnait énormément quand j'étais à Normal Sup, en fait. Les gens avaient vraiment plus ou moins cette espèce de préjugé que l'école des chartes, c'est un repère de royalistes débiles. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, mais les profs, les élèves, tout le monde me dit, mais les chartistes, c'est pas des abrutis. Et c'est le décalage entre la réalité de l'école des chartes et ce qu'en pensent notamment les normaliens et avec eux une partie du monde de la recherche est complètement ahurissante. Voilà, donc je dirais mettez vos préjugés de côté et allez voir un peu ce qui s'y fait vraiment, parce que oui, on a toujours le royalisme folklorique dans la promo. Ouais, mais à Normal Sup aussi. Et fondamentalement, non, c'est je dirais pensez aux sciences auxiliaires et à tout ça. Mais sinon, après on peut sortir de Sciences Po, avoir le concours, hein, c'est pas interdit.
Faut savoir par contre que les postes au concours de conservateur sont rares et chers. Et une fois qu'on a passé on a le Graal, on a le concours de conservateur des bibliothèques, mettons, et on rêve d'aller gérer une collection de manuscrits médiévaux, faut quand même être prêt à pas l'avoir tout de suite. Il y a très peu de postes patrimoniaux, à profit patrimonial, dans le corps des bibliothèques, des conservateurs de bibliothèques, alors qu'il y a énormément de postes dans les bibliothèques universitaires. C'est aussi des postes extrêmement intéressants, c'est des profils très très différents. C'est des postes souvent à responsabilité. Il faut aussi savoir qu'un poste comme le mien, c'est quoi la phrase de Mulan on rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Voilà, il y en a et il y en a régulièrement, mais il faut être un peu prêt. Il y a un petit côté purgatoire. Alors moi j'ai une chance inouïe, c'est d'échapper à ce purgatoire-là, et je suis absolument consciente que c'était une chance incroyable pour ma promotion d'avoir... Cette année-là, il y avait 2 postes en manuscrit médiéval et ça n'arrive jamais, quoi. Donc voilà, il y a aussi il y a ça. Mais allez-y quand même, je veux dire, un poste en BU, c'est aussi des expériences extrêmement intéressantes, et effectivement, il y a une réalité du métier. Et aussi, conservateur, c'est pas chercheur. Conservateur, c'est généralement avoir un poste de cadre dans une bibliothèque. Donc il y a toute une partie du travail où c'est pas Louisa s'ébat sur les collections et passe ses journées à lire des thèses récemment parues pour améliorer les notices de son catalogue, quoi. C'est aussi des postes qui ont un profil cadre. Voilà. L'administratif et tout ça. Voilà. Alors, plus ou moins selon les profils de poste, les environnements, les lieux où on travaille, etc. Mais ça fait aussi... si ce qui vous plaît, c'est faire de la recherche pure, faites de la recherche pure. Conservateur, c'est pas pour vous. Il faut aussi vouloir un peu ce type de responsabilité-là. Mais c'est génial. Enfin, moi, c'est précisément ça qui m'intéressait dans le métier de conservateur. C'était cette diversité-là. Et l'intérêt aussi, c'est que le jour où j'en ai marre des manuscrits médiévaux, je me dis que j'ai fait le tour et tout. Ma prédécesseuse, elle est aujourd'hui responsable des incunables à la réserve des livres rares de la BNF. Moi, je m'interdis absolument pas un jour de faire un tour, de retourner au département de la musique, parce que je suis musicienne, et que travailler sur des collections musicales, ça m'enchanterait. Même si je suis pas musicologue de formation, je suis comme musicienne, donc je sais lire une partition, c'est un bon début. J'aimerais aussi beaucoup, j'adorerais travailler sur les collections de costumes au département des arts du spectacle, voir à la bibliothèque musée de la Comédie Française où j'ai fait un stage un jour et c'est mon rêve de retourner. Enfin voilà, il y a aussi, en fait, ce qui est génial dans Conservateur, c'est que même si on choisit de rester au contact des collections, il y a énormément de choses différentes et on peut un petit peu avoir plusieurs vies. C'est ça qui est génial. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous saurez qu'un conservateur, ce n'est pas forcément un débile royaliste, mais que ça peut être quelqu'un de très sympathique et de très charmant, comme Louisa Torres. Donc merci beaucoup Louisa pour nous avoir donné toutes ces informations. Merci de m'avoir accueillie dans ce super podcast dont je suis hyper fan. Oh. Et donc je dis, on va te retrouver très bientôt dans un autre format de Passion médiéviste dans quelques mois à l'heure où sort cet épisode. Vous retrouverez plein de choses dont on a parlé sur le site passionmédiéviste.fr, et dans le prochain épisode de Rencontre, nous allons rencontrer un homme de radio. J'en dis pas plus. Salut!